Il est difficile de savoir quel est l'élément clé, mais la première chose que nous devrions analyser est la soi-disant étendue du marché. Bienvenue dans le studio Bruno. Bonjour Kaïs. Alors Bruno, au vu du résultat du premier tour de l'élection présidentielle française, verrons-nous un marché haussier en Europe? Je pense que oui. Regardons le graphique journalier de l'Eurostoxx. La présidentielle a déclenché un mouvement prononcé il y a un peu plus d'une semaine. Nous avons remarqué que la force relative avait augmenté. Nous voyons que cette ligne en pointillé a enregistré un plus haut à un niveau plus élevé. Par conséquent, la tendance haussière se poursuit. Je vous propose d'analyser le graphique mensuel. Ce graphique nous montre que non seulement nous avons une forte tendance à la hausse depuis la mi-2016, mais aussi nous sommes tout près de cette ligne de tendance descendante aux alentours des niveaux de 35 et de 36,30. Maintenant, nous sommes au-dessus de la barre de 35,93. Donc, fondamentalement, nous aurons très bientôt un nouveau signal du fait que nous allons casser cette tendance à la baisse en nous dirigeant vers la barre de 38,40 et en poursuivant le mouvement haussier. Observons-nous un mouvement haussier au Japon? Oui, nous pouvons constater une certaine progression sur ce marché. Cela est confirmé par le fait que nous sommes remontés au-dessus du nuage. Vu que nous sommes déjà passés au-dessus du niveau de 19 300, nous pouvons progresser vers 19 700, ce qui correspond au plus haut précédent. Puis nous nous dirigerons vers le niveau de 20 000. La force relative est en train de progresser. En parlant du marché américain, quel est l'élément clé pour maintenir cette tendance à la hausse? Il est difficile de savoir quel est l'élément clé, mais la première chose que nous devrions analyser est la soi-disant étendue du marché. Cela signifie que nous devrions analyser la dynamique des petites capitalisations représentées par cette ligne noire et celle des moyennes capitalisations qui est également représentée par une ligne noire dans la partie inférieure du graphique. Nous avons besoin de voir de nouveaux plus hauts et plus bas à des niveaux plus élevés. Il faut également que la force relative enregistre des plus hauts à des niveaux plus élevés. Nous pouvons constater que juste après l'élection présidentielle française, les petites capitalisations sont parvenues à franchir des points hauts à des niveaux plus élevés. Les moyennes capitalisations ont presque réussi à faire la même chose. Voici donc la configuration à laquelle nous devrions nous attendre. Quelle est la prochaine cible pour le S&P 500? Dans ce cas concret, nous voyons que fondamentalement, nous sommes passés en dessus de cette longue ligne de tendance descendante. Maintenant, nous nous sommes retrouvés tout près de l'ancien plus haut à la barre de 2400. Il y a également de petites cibles intermédiaires au niveau de 2415 et 2440. À la limite, nous sommes susceptibles de passer en dessus de 2500. La dynamique reste toujours positive tandis que la volatilité est faible. Est-ce que la rotation observée entre différents secteurs joue en faveur d'une tendance haussière aux États-Unis? Pour ce qui est des secteurs faisant partie de l'indice S&P 500, le plus important pour nous, c'est de suivre l'évolution du ratio des secteurs discrétionnaires par rapport à ceux des biens de consommation. Lorsque ce ratio augmente, cela signifie que les actions des secteurs cycliques surperforment celles des secteurs défensifs. Il est à noter que ce ratio a fortement augmenté depuis les élections en France. Il est toujours en hausse. Nous pouvons constater une nette tendance à la hausse dans les secteurs discrétionnaires, alors que les secteurs des biens de consommation restent toujours au sein de la même fourchette. Nous pouvons en déduire que la force relative de ces secteurs par rapport à l'indice S&P s'est affaiblie. Cette tendance est susceptible de se poursuivre. La récente baisse du pétrole pourrait-elle freiner la tendance haussière du S&P 500? Eh bien, je pense que cette question doit être mise en perspective. Il semblerait que le graphique journalier affiche un déclin prononcé. En réalité, nous avons observé une baisse à partir de 53 pour atteindre la barre de 47. Nous avons déjà rebondi à partir de 47 tout en restant au sein de la même fourchette. Le fait que nous n'ayons pas dépassé les limites de la fourchette n'est pas négatif en soi. Regardons le graphique du cuivre qui est représenté par cette ligne marron. Il a touché le fond et commence déjà à rebondir. Le pétrole a certainement exercé un impact négatif sur le secteur de l'énergie qui est en train de sous-performer l'indice S&P 500. Bien sûr, cela joue en défaveur de la tendance haussière. En revanche, ce n'est qu'un ralentissement passager. Comment cela se reflète-t-il sur les marchés émergents? Nous avons remarqué il y a 2 semaines que la hausse du pétrole n'était pas très forte. La force relative des marchés émergents, représentée par une ligne noire sur ce graphique par rapport à l'indice S&P 500, a quelque peu reculé tout dernièrement. Maintenant, il affiche un mouvement plat. Par conséquent, il bénéficie également du rebond déclenché par les élections françaises. Par contre, le potentiel de hausse est limité.
Il faut garder à l'esprit que la situation n'est pas la même sur tous les marchés émergents. En l'occurrence, le marché indien affiche la meilleure performance. Nous voyons des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. La force relative de ce marché affiche une évolution positive. Fondamentalement, nous observons la même configuration qu'il y a 2 semaines. Nous voyons une sorte de rotation. À l'heure actuelle, l'Europe et le Japon deviennent plus intéressants que les marchés émergents. Nous espérons que cette configuration va contribuer à une poursuite de la tendance haussière du S&P. Bruno, tous mes remerciements pour votre participation. Cela a été un plaisir. Je vous en prie. Merci de votre attention. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos mises à jour.